Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui débute sans plus tarder. Nous sommes le mardi 26 mars 2024 et le 23 mars dernier, 4 personnes étaient poignardées par une femme sans domicile fixe dans les rues de Pointe-à-Pitre. Une agression qui fera une victime et laissera la Guadeloupe dans les mois. Un nouveau fait divers sur un territoire où la déshérence, vous le savez, est hors de contrôle. Mais Pointe-à-Pitre reste l'une de nos vitrines en termes de croisière et la préfecture semble finalement vouloir sécuriser le périmètre. Elle tenait une conférence cet après-midi. Regardez. L'agression qui a eu lieu tragique la semaine dernière est décorrélée du monde des croisières, mais pour autant ça a un impact. Donc l'idée c'est aussi de montrer que cette agression elle a été prise en compte et qu'on y réfléchit pour qu'elle ne se renouvelle pas. Donc c'est tout le travail que on va mener maintenant pour montrer vraiment qu'on cherche à améliorer encore l'accueil des croisiéristes à Pointe-à-Pitre, mais également dans toute la Guadeloupe. L'objectif c'était de réfléchir aux pistes d'amélioration de l'accueil des croisiéristes dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien la sécurisation des croisiéristes quand ils arrivent à Pointe-à-Pitre, quand ils cheminent dans Pointe-à-Pitre, quand ensuite ils partent sur différents sites, notamment à Sainte-Anne, à Saint-François, et puis de travailler un peu plus loin sur la qualité un peu du service qui est offert aux croisiéristes, outre les aspects purement de sécurité, où là les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, en lien avec les polices municipales, vont revoir leur dispositif. On va travailler sur d'autres pistes, comme des parcours touristiques au sein de Pointe-à-Pitre qui seraient bien signalisés. On va travailler aussi sur peut-être la mise en place de guides qui seraient agréés. On a plusieurs pistes qui sont à travailler d'ici à la prochaine saison. La ville de Pointe-à-Pitre a pris déjà des mesures aussi puisqu'elle veut renforcer sa police municipale. Le préfet de Guadeloupe a décidé de prioriser le renforcement de la vidéoprotection à Pointe-à-Pitre. Voilà, ce sont des mesures qui sont d'ores et déjà décidées. On en a d'autres à venir pour préparer au mieux la saison croisière 2024-2025. Et retour maintenant sur la dernière étape de la visite du ministre des Transports à l'aéroport Paul Caraïbes. Ce dernier planche sur une problématique prégnante et bien connue des Guadeloupéens, à savoir les prix exorbitants des billets d'avion, des tarifs qui s'expliquent par l'augmentation des carburants et des pièces selon les transporteurs, mais pas que. Il faudra se pencher aussi un petit peu sur leur marge, je pense. En tout cas, regardez. Bonjour, vous allez bien? Directeur, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. On a eu effectivement un premier échange avec notamment les représentants des compagnies aériennes basées ici en Guadeloupe et au niveau des Caraïbes. Ça a été un échange intéressant parce qu'ils ont mis sur la table effectivement les coûts en très forte augmentation. Coûts de carburant, coûts liés aussi à l'approvisionnement des pièces qui, depuis le Covid, constituent une vraie difficulté. Et c'est pas la première fois que je l'entends puisqu'on a les mêmes difficultés dans le ferroviaire au niveau de l'Hexagone aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés qui ont été soulevées et qui justifient effectivement ces augmentations de coûts aujourd'hui et ces augmentations de prix. Je leur ai dit à la fin qu'évidemment on serait attentif à tous les efforts. Ils m'ont quelque part aussi un peu rassuré sur le fait qu'on avait sans doute atteint le pic pendant un certain temps. Mais en tout cas, j'aurai l'occasion de discuter avec ces compagnies aériennes à l'échelle de l'Hexagone dans les tout prochains jours pour voir comment on peut approfondir cette discussion qui ne fait que commencer. Mais en tout cas, ce n'est pas une solution qui sera facile à trouver. Et je répète que l'État a déjà répondu, puisque c'est vrai que l'aide à la continuité territoriale a déjà augmenté fortement. On a élargi les publics, on a notamment ciblé particulièrement les étudiants. Donc il y a déjà eu une première aide de l'État, une première réponse de l'État. Maintenant, on va voir si les compagnies peuvent nous aider, au-delà évidemment du surcoût que tout constitue, que tous les éléments qui m'ont expliqué constituent pour eux. Des échanges sur la desserte inter-îles, évidemment. Le développement de la plateforme Pointe-à-Pitre, très importante, puisque à pas mal d'horaires, la plateforme est débordée. Donc l'impériosité d'améliorer l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Les tarifs, les prix inter-îles, évidemment.
puisqu'il a été abordé depuis la Guyane jusqu'à la Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin par tout le monde sur les tarifs inter-îles. Et donc on a eu des échanges et il nous a demandé d'expliquer, nous, compagnie aérienne, le pourquoi du comment des tarifs. Alors, ce qui est très clair, c'est que de toute façon, on ne retrouvera pas les prix de 2022, on ne retrouvera pas les prix d'avant-crise Covid. On n'est plus du tout dans la même situation. Mais on le voit, l'inflation s'est retrouvée partout. Donc, de toute façon, on ne retrouvera pas ces prix-là. Mais c'est vrai pour tout, de toute manière. Donc, là-dessus, c'est est-ce que des gestes peuvent être opérés par ces compagnies? Est-ce que demain, on peut trouver des solutions pour peut-être alléger un certain nombre d'éléments de coût? Ça sera le travail que je vais faire en revenant à Paris. Et je vous invite très vivement, lorsque vous achetez un billet d'avion, à regarder justement le détail des prix, parce qu'il y a une bonne quantité effectivement de taxes que vous payez, il y a une certaine codification. Recherchez-la d'ailleurs pour savoir à quoi correspond telle ou telle taxe. C'est pour un exemple simple. Pour un billet par exemple d'avion que j'ai payé 1100 €, un Pointe-à-Pitre Paris aller-retour pris 6-7 mois à l'avance, on est sur du 1100 € et la surtaxe du carburant à elle seule représente donc plus de 270 € sur le prix du billet. Je dis bien la surtaxe en carburant qui est à 270 € et beaucoup aussi pointent du doigt finalement l'octroi de mer, les taxes régionales qui sont appliquées sur les billets d'avion. Je vous invite encore une fois à vérifier, elles ne sont pas si élevées que ça comparativement effectivement à la surtaxe en carburant qui elle représente un bon pourcentage du prix final. Et afin de compléter le 100% contrôle au départ de l'aéroport de Guyane et réduire le trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur demande aux préfets de Martinique et Guadeloupe de procéder chaque semaine à une inspection approfondie de la totalité des passagers, des opérations ciblées pour entraver et dissuader les réseaux internationaux qui se servent de nos territoires comme des plaques tournantes. Notez qu'en 2023, 51 passagers au départ de Pointe-à-Pitre ont été interpellés pour transport illicite de produits stupéfiants. En tout cas, la guerre contre les narcotrafiquants est très compliquée puisqu'on note effectivement une baisse du prix du coût par exemple de la cocaïne en France hexagonale, ce qui signifie globalement que la lutte contre les produits illicites ne fonctionne pas si bien que cela. Et avec l'arrivée d'un nouveau syndicat de travailleurs des produits pétroliers, les négociations annuelles obligatoires de la filière pétrolière reprennent. Après 8 ans sans faire de vagues, les salariés entendent obtenir quelques revalorisations. Et si le dialogue a effectivement repris, les propositions faites par l'organisation des professionnels et gérants de stations-service ne sont pas suffisantes. Regardez. Nous, quand le GPSS, d'avoir nous recevons une invitation pour l'ouverture des NAO. Puisqu'on a rappelé depuis plus de 8 ans, les NAO pas fait en fonction là. Et l'article 2241-4 du Code du travail qui a stipulé à ce qu'elle négocie si les salaires et tout ce qui a composé effectivement la branche. Donc nous là pour matin là, nous commençons à discuter. Et bien évidemment, vous entendez les gérants expliquer nos situations ailleurs au niveau de marge, qui fait que les négociations sont faites. Et là, ils ont informé nous qu'il y a d'autres démarches au niveau de la préfecture de manière à ce qu'il y ait récolté marge pour discuter. Mais ça, nous pas comprendre, c'est que depuis les années, nous avons constaté que ça a augmenté le KBC. Et nous qui en dernier bout de la chaîne, effectivement, nous pas bénéficié d'une augmentation de salaire. On a rappelé en avril 2023, nous avons rencontré le préfet et nous avons tracé les grandes lignes de la branche, notamment au niveau des transports carburant, qui est défaillant au niveau de sécurité, les absences des NAO qui ne sont pas faites dans la branche depuis des années. Et rassurez-nous que ça qui est fait dans l'avenir et qui j'ai nommé effectivement secrétaire à l'économie, en l'occurrence M. Elbez, de gérer les affaires courantes. Donc, à la surprise générale, on l'année passée, rien pas fait. Mais ça, nous crois déjà là, c'est que nous avons patience, nous avons l'eau patience, et patience, ça nous raboute. Et que nous tentons que nous rencontrons demain la préfecture vers représentant du GPSS. Nous attendons les retours. De toute façon, nous allons organiser nous en assemblée générale pour nous arrêter des dispositions parce que trop c'est trop, c'est inadmissible que les négociations ne soient pas faites en ce secteur-là et pour nous prendre des décisions.
et nous fermons c'est dans l'avenir. Parce que nous estimons que si nous passons effectivement ce secteur-là, rien n'est fait. Donc, là, nous donnons information aux représentants du GPSS, nous pas satisfaits, et nous avons bien évidemment organisé une assemblée générale pour nous arrêter en décision, pour bien évidemment arrêter en date, pour nous entrer en action, parce que nous payons pas. Et maintenant, je reçois Jean-Daniel Barvaux, secrétaire général FO Marin Pêcheurs. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, le 15 mars dernier, la région, le comité des pêches et la CCI des îles de Guadeloupe ont signé une convention pour développer l'offre de formation dans le secteur. Est-ce que vous êtes satisfait de cette signature? Moi, je ne suis pas satisfait de cette signature. Pour moi, c'est dénigrer la Guadeloupe. Parce que moi, je dis en Guadeloupe, nous avons des centres de formation. Ils n'ont rien rapporté de plus pour nous. Parce qu'on a Guadeloupe Formation. Et le président de la région a dit un truc, et je pense qu'il s'est oublié, ou je ne sais pas comment on lui a présenté le dossier. C'est historique. Mais je pense qu'il a oublié que c'est lui qui a créé Guadeloupe Formation Marine. Est-ce que Guadeloupe Formation Marine fonctionne? Ça fonctionne. Mais moi, j'ai fait des formations en Guadeloupe Formation. Mais le souci, le comité de pêche ne voulait pas travailler avec un homme qui était aux affaires maritimes, l'ADM, ne voulait pas travailler avec Guadeloupe Formation. Ils se sont permis de me dire Guadeloupe Formation, c'est de la merde. Alors, moi, je parle réel. Alors, moi, je dis, c'est dénigrer la Guadeloupe. Et il y a certains Guadeloupéens, on ne donne pas la chance aux Guadeloupéens. Il y a M. Beaujour. Ce sera une formation guadeloupéenne, techniquement la formation qui va être mise en place par la région. Mais on a un agrément breton. Ça veut dire qu'on enrichit des Bretons. Et on peut enrichir des Guadeloupéens. Et il y a des formateurs en Guadeloupe qui peuvent avoir ces agréments. Il y a M. Beaujour qui est de la Guadeloupe. Il va faire des formations en Martinique. C'est parce qu'on ne lui donne pas la chance. Parce que lui-même, il a demandé de créer un centre de formation marine en Guadeloupe. Donc pour vous, le problème, c'est que cette formation-là pourra permettre le recrutement de formateurs en dehors, effectivement, du territoire guadeloupéen. On a tout en Guadeloupe. On a tout en Guadeloupe, la chance. On ne donne pas aux Guadeloupéens leur chance. On a tout en Guadeloupe. On n'a rien besoin de l'extérieur. Mais est-ce que vous nous parlez d'un cas, par exemple, de formateurs, mais est-ce qu'il y en aurait suffisamment pour pouvoir... Il y a des formateurs en Guadeloupe. La Guadeloupe est remplie de formateurs. C'est pareil quand j'entends le président du comité dire qu'ils vont former des formateurs. Mais le truc de formateur, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. On a tout en Guadeloupe. On a tout à la portée des mains. Moi, ils ont amené leur breton. Ils vont voir, on a Guadeloupe Formation. Pour vous, l'agrément n'était pas nécessaire. L'agrément non, mais non, on a tout. On a tout. Il y a Guadeloupe Formation qui existe. Il y a Guadeloupe Océan. Il y a d'autres trucs de formation. Monsieur Beaujour, regardez, c'est un grand formateur, fait le capitaine 200 en Martinique. Mais il pouvait rester en Guadeloupe. Mais c'est peut-être une autre gamme de formation. Mais non, ils n'ont rien rapporté de plus pour nous. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Et le souci, ils ont parlé de formation parce que le pêcheur dit, pour faire la pêche, il faut avoir des formations. Certes, mais un pêcheur, ce n'est pas la formation qui lui fait piquer le poisson. Le plus couillon des pêcheurs qui ne sait ni lire et écrire, il sait lire le courant, il sait tout faire. Ce n'est pas la formation qui lui fait. Certes, il faut avoir la formation, mais il y a le problème derrière. Il y a un autre problème qui est derrière la formation. Parce que quand le jeune il a fait la formation, il faut valider la formation en 3 mois. Mais le souci, il ne trouve pas de patron. C'est un patron de pêche qui doit il faut un patron pour le prendre sur 3 mois pour valider la formation. Il y a Marie-Allant qui ont des problèmes, qui ont fait plus d'une vingtaine de Marie-Allentin qui ont fait la formation, ils ne peuvent pas les valider. Je viens d'avoir un jeune qui m'a appelé, qui a le même souci. Il ne peut pas valider sa formation. Mais pourquoi vous ne les prenez pas? Pourquoi les patrons ne les prennent pas? Mais ils ont mis en place une convention, un contrat de travail qui n'est pas adapté pour nous. Qu'est-ce que vous remettez en cause dans le contrat de travail? Qu'est-ce qui ne vous va pas? Déjà, il y a une contrainte dans ça. Parce que quand on en prend quelqu'un, il faut lui donner des congés payés. La pêche ne nous permet pas ça. Aujourd'hui, on pêche, demain, on ne pêche pas. On n'est pas des chalutiers. On peut rester un mois rester à terre, 15 jours à terre. Oui, mais il faudra stabiliser l'activité à un moment donné. Mais comment tous les cas. Parce que si vous proposez des contrats qui ne sont pas aussi alléchants, comment vous voulez attirer des jeunes sur la filière? Le souci, le contrat n'est pas adapté pour nous. Soit qu'il faut qu'on revoie ce contrat, mais il n'est pas adapté. Et ça fait peur aux patrons pêcheurs. Et c'est pour ça que ces jeunes-là, ils n'arrivent pas à valider leur diplôme. Et donc, les patrons pêcheurs voudraient renégocier le contrat? Il faut qu'on revoie ça. Il y a plein de trucs à revoir au niveau de la pêche. Parce qu'on nous donne des trucs qui ne sont pas adaptés à la Guadeloupe fait de la pêche artisanale.
C'est sûr qu'on fait, on fait pas de la pêche du chalut. Oui, mais on va vous pousser de toute façon vers l'hauturier à un moment donné. On sait que ça va arriver. On a entendu Emmanuel Macron, il est passé en Guyane, il a parlé justement de l'intérêt de la pêche, il a dit qu'il faudra aller pêcher plus loin, donc il va financer 25 embarcations de plus grande envergure pour passer à un autre stade. On sait que vous rentrez en concurrence justement avec l'Europe, enfin on rentre dans l'arène européen et qu'il faut qu'on se mette à la page. Sinon, Je vous explique. Hein. On prend l'exemple de la Désirade. C'est où il y avait les plus de bateaux de pêche. Ils sont tous retournés au bord. Pourquoi? Posez-vous la question. Ils ont c'est vraiment pas adapté ici. C'est pas adapté pour nous. Nous, c'est la petite pêche qu'on fait. On fait à maximum 12 heures en mer. Maximum. On ne fait pas 24 heures en mer. Et même si on fait 24 heures en mer, où on ira pêcher avec? Et on ne peut pas répartir l'activité, faire en sorte qu'il y ait une partie des marins pêcheurs quand même qui aille au large et une autre partie, on se répartit les tâches. Mais il y a des collègues qui font du DCP qui vont au large avec leur Saint-Oise. Il y a des pêcheurs, il y a des collègues qui vont au large, il y a ceux qui font la pêche côtière. Ils veulent détruire la pêche côtière. Il faut dire le vrai mot. Et la pêche côtière, on viendra un jour vous expliquer pourquoi on vient détruire la pêche côtière. Oui, on en a déjà parlé au fil des années sur l'interdiction de pêche, par exemple, dans la zone chlordécone à Capesterre. Ça, c'est un faux problème. Ça. Oui, mais ça fait des années qu'on le dit, mais toujours est-il, les marins pêcheurs ont perdu ce secteur-là. Oui, les marins pêcheurs ont perdu le secteur, mais on fait un festival qui attend plus de 40 000 personnes. On a un problème là. Ils vont pas se baigner pendant très Non, longtemps. la Seine est dans la mer, le public est dans la mer. Oui, mais bon, c'est pas d'accord. comme les poissons. Bon, après, ils nous ont donné des explications plus ou moins techniques. Non. Comment on prend les Guadeloupéens pour des cons? Il faut qu'on arrête ça. Moi, je dis, la filière, elle est en difficulté. Ils ont fait leur truc avec le robot, c'est eux. Mais je fais comprendre qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas les plus cons. Nous avons Guadeloupe Formation. Il y a des formateurs en Guadeloupe. On a tout en Guadeloupe. Et ils pouvaient faire un truc avec la Martinique qui a 2 pas de nous. Alors, Pour le chat de la Bretagne. mais non, il faut qu'on arrête. Ça veut dire que... Mais ça peut renforcer des liens, peut-être. Mais non, moi je redis, et le truc qui m'a gêné, qui m'a travaillé la tête, quand j'entends le président de région dire c'est historique, ce n'est pas historique. Ça existe déjà en Guadeloupe, et lui-même il a créé Guadeloupe Formation Marine. Je ne sais pas comment on lui a présenté ce dossier. Alors, Jean-Daniel, pour ne pas finir sur une touche négative, est-ce que quelque chose va bien dans la pêche? Rien ne va. Oh, mon Dieu. Rien ne va. Il faut dire le faux mot, rien ne va. L'ADM n'est même pas fichu de me dire combien de pêcheurs en activité. Alors c'est pour dire que rien ne va. La direction de la mer n'a pas de chiffres. Ils ne peuvent pas me dire. Moi, je sais à peu près, il y a 615 pêcheurs. Mais On est encore sur une baisse? Mais tous les jours, on arrête. Tous les jours, déjà, ils arrêtent. La contrainte administrative, c'est une contrainte. Rien ne va dans le métier. Vous savez, avant, un pêcheur qui allait en mer, chaque week-end, pouvait mettre 2 000 € dans sa poche arrière. Maintenant, le poisson était moins cher avant. Le poisson est plus cher, on n'arrive même pas à mettre 200 € dans la poche arrière. Dès qu'on paye le poisson, c'est payer des trucs. C'est rien que payer le matériel est cher. Et on n'a pas de compétition. Le seul... Et l'essence, au niveau du prix de l'essence? Ah, mais l'essence, je Déjà vous dis... qu'on a les compagnies aériennes là qui... L'essence, ça monte pour nous, là. Ils ont fait un truc qui... Je peux dire... On joue toujours parce que l'essence, on est à 0,72, je crois. 0,72? Ouais, je n'ai pas le prix en tête, mais l'essence pouvait être plus bas. Parce que la dernière grève qu'on a fait, sans négociation... Vous étiez autour de 1. Oui, on tournait à 1,04 €. La dernière grève qu'on a fait sans négociation, la SARA avait proposé 0,63. Ça veut dire qu'ils pouvaient descendre plus bas. Mais vous savez, il y a certains qui jouent leur jeu. Et je redis, la Guadeloupe, les responsables de la pêche, ils détruisent le métier. On avait une école de pêche, les MPM. L'équipe qui est en place, ils l'ont tué. Ils ont tué une coopérative pendant 2 fois. Alors, je pense que... Ils ont tué, pour toi, non, ils vont tuer... je pense qu'ils ont été plus loin, peut-être ils vont nous aveugler. Mais je dis, on a tout en Guadeloupe. Les Guadeloupéens ne sont pas les plus cons. On a tout. Merci beaucoup en tout cas Jean-Daniel Barveau, je le rappelle, secrétaire général FO Marin Pêcheurs, d'être venu sur ce plateau ce soir, donc faire part de votre désaccord quant à la nouvelle formation donc, qui a été actée par la région Guadeloupe, la CCI d'Exil de Guadeloupe et le comité des pêches. Et vous persistez, vous signez dans tous les cas pour défendre donc la petite pêche artisanale guadeloupéenne et pas la pêche de gros volume européenne. Merci encore. Et on part maintenant pour la journée porte ouverte de la Maison de la Parentalité à Bémao. Aujourd'hui, nous sommes à la Maison de la Parentalité et nous sommes là, en fait, c'est parce qu'il y a une journée porte ouverte. C'est, comment dirais-je, une opération que nous renouvelons puisque l'année dernière, nous avons fait une journée porte ouverte qui a eu vraiment un succès.
Et en fait, cette action nous conduit à faire connaître cette maison qui devrait normalement avoir une place vraiment très importante au sein de notre ville, puisque dans le but qu'on l'a créée, qu'on l'a construite cette maison, c'est parce que nous avons vu qu'il y avait vraiment un besoin. Comme nous le savons, la famille, c'est le poteau mitant en quelque sorte. Hein. Quand rien ne va dans la famille, on peut dire aussi que cette société aussi est malade. Donc nous avons vraiment à cœur d'aider notre population, d'être à leur côté, de pouvoir les accompagner. Le bus de la parentalité, qui est un dispositif itinérant, hein, comme vous l'aurez compris, c'est un dispositif qui permet d'aller vers, et c'est un dispositif aussi qui est porté par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de la Guadeloupe, et financé par la CAF. Donc effectivement, nous allons vers la population dans les quartiers afin de leur proposer des actions qui viennent en soutien à la parentalité, mais aussi dans le sens plus large, la famille en général, donc des actions aussi par rapport aux seniors, par exemple de la sensibilisation ou encore de l'initiation, par exemple à l'outil informatique et de l'aide aux démarches. Donc, vous voyez, on balise assez large en termes d'action au niveau du territoire. Nous travaillons notamment avec les CCAS, les établissements scolaires, les acteurs de terrain, les associations et les maisons de la parentalité, comme aujourd'hui sur Bemao, avec qui nous collaborons sur cette manifestation. Un reportage signé Michel Depape. Et on enchaîne avec une formation autour du compostage des biodéchets proposée par l'INRAE. L'objectif est simple, apprendre à produire du compost et savoir comment l'utiliser. Le reportage. Aujourd'hui, le but de l'événement, c'est vraiment d'informer, de former, de sensibiliser sur la nécessité de composter ces biodéchets à la maison. Donc en fait, c'est une problématique de développement durable très importante sur laquelle à INRAE on est très impliqué par des recherches sur le sujet, donc sur les processus de compostage, sur la qualité des composts qu'on peut produire localement en Guadeloupe sous nos conditions tropicales particulières, mais aussi sur comment utiliser ces composts pour fertiliser au mieux ces cultures. Comme le disent les chercheurs, comme disent les agriculteurs qui ont l'habitude de fabriquer du compost et de l'utiliser, c'est un produit sain, produit de bonne qualité, qui fait beaucoup de bien au sol, qui maintient la vie du sol. Et je répète, ici en Guadeloupe, sur ce territoire-là, nous avons intérêt à faire bien attention à nos sols parce que nous avons déjà été échaudés et il n'est donc pas question qu'on fasse des bêtises et que le sol se trouve détruit. Nous serons les premiers à en souffrir. Donc là, il s'agit d'un composteur classique, celui-là en plastique, qui peut être en bois. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va essayer d'alterner et des couches de ce qu'on appelle du verre. Donc c'est des déchets plutôt riches en eau, des épluchures, des déchets de tonte, etc. Donc on va alterner ça avec des déchets bruns. Là, ça peut être plutôt des brindilles, de l'herbe séchée, des feuilles séchées. Et donc cette alternance de frais et de sec va pouvoir assurer on va dire l'aération de ce compost et sa bonne préparation. Par rapport au chlordécone, il faut quand même être vigilant, c'est-à-dire que si vous apportez des feuilles ou des éléments, par exemple des épluchures d'igname contaminées, évidemment votre compost sera contaminé. Donc il faut essayer de proscrire tout ce qui vient de terrain chlordéconé pour ne pas avoir une concentration en fait de chlordécone et puis l'apporter à des plantes qui sont susceptibles de l'absorber. Donc je rappelle, tout ce qui est racines, cives, il faut pas, c'est des plantes qui absorbent le chlordécone, donc il faut être très très prudent vis-à-vis des composts qu'on peut faire dans les zones contaminées. Comme disait Lucien Degras, ça doit être une religion maintenant, de gestes éco-citoyens, le compostage de ces déchets à la maison, mais c'est surtout quelque chose qui est accessible, c'est gagnant-gagnant, et il y a l'association éco-citoyen avec laquelle on travaille, qui fait de la formation, donc rapprochez-vous d'INRAE ou de l'association si vous souhaitez qu'on mette en place des formations de compostage domestique. Nous insistons pour que beaucoup de Guadeloupéens se mettent au compostage, qu'ils apprennent à pratiquer le compostage pour que les déchets soient réduits. Ça, c'est le premier objectif, réduire les déchets. Et puis, quand on composte, autant utiliser le produit à proximité dans son jardin. Un beau cycle vertueux. Et on parle sport avant de se quitter à l'occasion de la semaine olympique et paralympique à Lamentin.
Ceux qui pratiquent effectivement du sport en UNSS ont pu s'affronter dans de nombreuses disciplines. Regardez. Cette journée s'exerce dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 2024 partout en France toute la semaine. Donc le Lamentin, parce qu'on en est à la 7e organisation autour des Jeux olympiques, des SOP depuis 2017. Chaque année, on propose à la ville qui a des installations sportives incroyables qui nous permettent en fait d'accueillir des élèves de tous les établissements. Cette année, nous nous sommes mobilisés sur cette journée avec les écoles du Lamentin où les élèves licenciés à l'USEP sont invités, des 3 écoles du bourg, plus le collège Appel du 18 juin avec une organisation mutualisée avec la ville du Lamentin. L'objectif, c'est de leur faire découvrir des activités olympiques, de s'essayer à différentes activités toute la journée dans une ambiance ludique et de pouvoir, pourquoi pas, susciter des vocations, un plaisir à pratiquer certaines activités. Un peu plus de 17 activités aujourd'hui, donc bon, je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont nombreuses. On a du tennis, on a de la pétanque derrière nous, on a de l'éduc-escrime, on a du VTT, on a du rugby, on a du tir laser et de l'autre côté, beaucoup d'activités paralympiques. Donc sarbacane, boccia, basket fauteuil. On a le foot aussi et le cécifoot. C'est une journée de sport partagé, une journée inclusive, donc pour découvrir la réalité des sportifs en situation de handicap. Donc de pouvoir justement savoir, par exemple, qu'est-ce que ça fait de jouer au foot avec les yeux bandés, par exemple. Et donc ça, les enfants peuvent le découvrir. Ça se passe au gymnase de Blachon parce qu'on est sur 2 sites en même temps. En UNSS, plus que du sport, on partage des valeurs. C'est l'année olympique, célébrer les athlètes et les Jeux du monde entier. Vous avez vu, Claudie Sora est là. C'est exceptionnel. Donc voilà, et puis le Lamentin, bon franchement, ici c'est une terre de jeu. Vous êtes terre de jeu. Et voilà, des installations offertes à l'UNSS. Et nous, l'UNSS, on place autre chose derrière dans le cadre du partenariat. Et ça, c'est une belle chose. Et moi, j'invite vraiment tous les élèves, chaque fois que le sport scolaire met en place des activités, venez, faites venir les autres. C'est vraiment un réel bonheur de voir tous ces jeunes. Et je sais que tous ces jeunes, ils sont vraiment concernés, ils adorent faire du sport. Et voilà, je ne vais pas oublier aussi tout le travail que l'UNSS fait, car effectivement c'est une journée UNSS, tout le travail, ça je n'oublie pas parce que même si je suis dans l'Hexagone, je suis en métropole, mais je suis énormément ce que fait la ville du Lamentin, qui fait beaucoup pour le sport. Ils ont une piste d'athlétisme, ils sont vraiment concernés. Voilà, ils emballent tout le monde dans le sport et ça c'est une très très bonne chose, quoi. Mais encore merci à cette journée, merci à l'UNSS de ce qu'ils font. Un reportage signé Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une excellente soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, ce sera tout de suite après la coupure pub. Mais avant cela, je dis bonsoir à Jimmy, bonsoir à Yvonne Dacour, bonsoir à Perle de Karukira, bonsoir et bisous à Maggie Delaney. Tu me diras Maggie quand tu reçois ce que je t'ai envoyé. Bonsoir à Passé Chimère, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Lee Féline, bonsoir à Absalon Hugues Théodore, à Claudie Giraud-Girard, à Talia Mdor, à Eddie Albis, bonsoir également à Marie-Hélène Borès, à Ghislaine Calif, à Moïse Caramel et Patricia de Normandie. Ce sera tout pour ce soir. En tout cas, merci à vous tous qui me suivez. On se retrouve après la pub.